Bonjour Luc et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Jamal et merci à tous de suivre cette vidéo. Alors Luc, tu es médecin à l'origine, tu as pratiqué pendant 25 ans et puis tu as arrêté pour te consacrer à une médecine plus, tu dis plus naturelle. Moi, je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour faire cette transition-là? C'est pas tout à fait la transition telle qu'elle s'est véritablement passée. En ce sens que quand je faisais mes études de médecine, j'avais le choix entre pouvoir faire une spécialité, comme ont fait pas mal de mes amis, soit me dire, bah, je vais passer à faire la médecine de ville. À l'époque, on appelait ça le médecin de famille, plus exactement, et ce qui était très sympathique, et la médecine générale aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, je vais l'orienter d'emblée vers des médecines naturelles. Donc c'est vrai que j'ai il y a plus deux éléments qui m'ont poussé vers ce choix. C'est la première, c'est que je suis un petit peu gêné dans les hiérarchies. Donc je me suis dit me reprendre encore 4 ans voire 5 ans de spécialisation avec un patron, un chef de clinique, des ordres, des machins, c'était pas, je me sentais pas d'attaque. Et puis de l'autre côté, j'étais attiré déjà par les médecines naturelles parce que mon père était médecin et il a pratiqué, lui, il était pratiquement comment dire, un novateur dans le sens qu'il était déjà acupuncteur aussi homéopathe à son époque. Et donc, d'emblée, quand j'ai exercé la médecine donc de ville, j'étais également acupuncteur, homéopathe et sophrologue. Et après, j'ai fait plein de formations complémentaires c'était pendant mes 25 années d'exercice. Voilà. Et puis, ce qui s'est passé au bout de 25 ans, c'est que, eh bien, je me suis plus senti en adéquation avec la médecine. Parce que la médecine avait changé, elle était devenue plus technocratique, technologique plus exactement, et puis elle me permettait plus d'exercer la médecine telle que je le voulais. Bon, en sens que l'homéopathie commençait à battre un peu de l'aile, beaucoup de remèdes naturels n'étaient plus remboursés, on était contraint de suivre des références médicales opposables qui étaient d'ordre conventionnel. Donc c'est là que j'ai pu sentir le métier que je faisais, et donc j'ai décidé de changer. Là, changer pourquoi? J'en savais rien encore, mais c'était un bon challenge. Et les premières choses que j'ai faites quand j'ai arrêté, c'était de faire un petit peu tout ce que j'avais pas eu le temps de faire auparavant. Donc c'est là que j'ai fait une formation en cancérologie clinique. C'est là que je suis parti faire de la médecine humanitaire. Et puis c'est là aussi que j'ai écrit mes premiers livres. Mais je savais pas où j'allais. Mais je savais, il fallait que je change. D'accord, mais comment tu as choisi le sujet de tes premiers livres? Parce que, une fois que tu as arrêté une carrière de 25 ans, j'imagine que toutes les portes étaient ouvertes devant toi. Tu pouvais partir dans n'importe quelle direction. Tu aurais pu te lancer, je sais pas moi, dans l'acupuncture ou l'ostéopathie. Qu'est-ce qui t'a Comment tu as choisi tes premiers sujets de livres? Oh, c'est très simple, c'est que pendant 25 ans, j'ai rassemblé un grand nombre d'informations avec les formations que j'ai faites, avec les expériences que j'ai pu avoir de par mes patients, ce qu'ils m'ont transmis. Et donc, les premiers choix étaient de transmettre, de vulgariser quelque part. Et je voulais surtout, moi, je suis toujours quelqu'un qui travaille dans le consensus, en sens que j'ai exercé la médecine conventionnelle avec les médecines naturelles, mais je les ai exercés et je ne renie rien. Donc pour moi, c'est très important et la médecine conventionnelle et les médecines naturelles peuvent très bien s'allier. Et c'est là que j'ai écrit des bouquins sur déjà pour aider les personnes à comprendre leurs analyses médicales. C'est là que j'ai écrit un bouquin pour prévenir la maladie d'Alzheimer parce que j'avais vu des résultats sur mes patients et là c'était avec des médecines naturelles, avec des remèdes naturels. Il est toujours autant d'actualité d'ailleurs. J'ai travaillé aussi de la même chose dans la fibromyalgie avec comme il n'y avait pas de traitement conventionnel ou dans la syndrome de fatigue chronique, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut offrir avec les médecines plus naturelles et j'ai vu aussi des résultats par rapport à ça. Donc là, j'ai transmis d'abord, c'était les premiers livres que j'ai sortis, c'était surtout de montrer le consensus, comment même le cancer, j'ai beaucoup écrit sur le cancer, comment les médecines naturelles pouvaient apporter des plus aux patients, aux personnes qui étaient malades. C'est, comme je le dis tout à l'heure, c'était en complément. C'est jamais des médecines alternatives pour moi, ce sont des médecines complémentaires.
Oui, c'est sûr et c'est ça qui rend ton parcours intéressant, c'est que tu viens de ce monde-là, de monde de la médecine traditionnelle et c'est ça aussi qui, je trouve, hein, de mon point de vue, fait que ta parole a un peu plus de poids. C'est que tu connais, en fait, les 2 mondes et tu dis d'ailleurs une phrase que moi j'aime beaucoup, tu dis que: «Les maladies sont à l'origine des souffrances de l'être» et ça, c'est pas un médecin traditionnel qui va dire ça. Du coup, moi, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, pour moi, c'est même fondamental, en ce sens que dans toutes les études que j'ai, dans toutes les formation que j'ai faite quand j'étais médecin, je me suis au fur et à mesure orienté aussi sur les médecines. Au début, c'était l'ostéopathie, la phytothérapie, la mésothérapie, la microimmunothérapie, etc. Puis après ça, je me suis beaucoup plus intéressé à tout ce qui était de la pensée. Donc de l'effet placebo, mais de l'effet de la prière. J'avais des patients qui faisaient des NDE, maintenant on parle plutôt de EMI, d'état de mort imminente, et qui vivaient des expériences. Et donc il y avait et puis, je me suis aussi intéressé à la symbolique des maladies. Et ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était autrement. Et ça a été une révélation pour moi. Une révélation dans le sens que quand on apprend la médecine, on nous apprend plein de maladies. On a l'infection, on a la gastrite, on a le rhume des foins, on a le cancer, on a l'arthrose. Et tout ça sont des maladies qui sont les unes à côté des autres. Et je ne comprenais pas quel était le lien dans tout ça. Quel était le lien C'était vraiment comme si c'était un patchwork qui était le seul élément commun, c'était l'être humain, mais autrement, on ne comprenait pas. Et la symbolique des maladies m'a beaucoup appris par rapport à l'explication pourquoi telle maladie va plutôt toucher telle personne, alors que pour une autre, ce sera telle autre personne, parce que ça dépendra des vécus, ça dépendra des chocs émotionnels et des croyances qu'elles peuvent avoir. Et puis en allant plus loin, mais là, ça m'a demandé encore beaucoup d'années, parce qu'il ne faut pas m'en vouloir, j'ai le cerveau un peu lent, donc il me faut du temps. Il me faut du temps. Et je me suis aperçu qu'il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin en ce sens que ces souffrances de l'être représentent souvent des souffrances, des souffrances psychologiques, plus exactement, représentent souvent des souffrances de l'être. Alors qu'est-ce que c'est que ces souffrances de l'être? D'où elles viennent? Eh bien, en fait, d'après ce que j'ai compris, c'était que bien souvent, nous réalisons dans notre vie des actions qui sont liées aux besoins de la société, à vivre dans la société, mais qui ne sont pas en relation avec nos aspirations profondes. Et ces aspirations, si on les suit, elles nous mènent sur notre chemin de vie, sur notre chemin du bonheur, le chemin de la lumière. C'est toujours la question que je pose toujours en plaisantant, c'est réussir dans la vie ou réussir dans sa vie. Et donc c'était un petit peu, c'est là d'ailleurs un petit peu une des raisons aussi pour laquelle j'ai changé de travail à un moment donné, mais ces 25 ans ont été vraiment très positifs et je remercie encore tout le temps mes anciens patients de tout ce qu'ils m'ont pu m'apporter. C'était vraiment génial. La médecine m'a beaucoup apporté aussi, mais il faut bien comprendre que derrière la médecine, tu dis, là par exemple, je donne un exemple qui m'a encore choqué tout dernièrement, c'est qu'il y a une personne j'avais vu ça déjà avec les gens qui avaient le sida, qui était séropositif et qui n'est tombé pas malade. Donc il y avait une grosse interrogation des médecins. Pourquoi ces personnes qui étaient séropositives ne déclenchaient pas la maladie? Il y avait aussi la même chose, un cas d'une personne qui s'était guérie d'un cancer qui était normalement incurable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, et là, les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je m'étais frotté les mains en disant, on va avoir des réponses. Mais là, j'ai été très déçu parce que les médecins, ils ont étudié les analyses de sang, les prises de sang, le microscope, les lymphocytes, les polynucléaires, les choses comme ça. Mais de ce qu'a fait le patient, qu'est-ce qu'a fait le patient? Qu'est-ce qu'il a fait des thérapies? Est-ce qu'il a changé des choses dans sa vie? Est-ce qu'il y a eu des éléments? Et ça, on black out complètement tout cet aspect qui est, parce que même si les lymphocytes ont changé chez cette personne, elles ont changé, on sait comment, mais pourquoi elles ont changé? Et là, il faut rechercher dans son mode de vie. Et donc, pour moi, aujourd'hui, toutes, les petites comme les grandes, il y a toujours une souffrance de l'être derrière, sont des messages, tout simplement, ne sont pas des punitions, jamais des punitions, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de punition, c'est toujours un message que nous donne notre être, que nous transmet notre être à travers notre corps.
Et pourquoi il transmet à travers notre corps? C'est parce que tout simplement, on n'a pas entendu ou voulu entendre les autres messages qui nous ont lancés précédemment, du genre la petite voix dans la tête, des intuitions, des ressentis, des synchronicités, des situations, des rencontres, etc. On n'a pas voulu les entendre, donc en dernière cour, si je peux dire, il vient commencer à s'inscrire dans le corps. Et donc c'est pour ça qu'il est important dans toutes les maladies, grandes et petites, de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que veut dire mon corps? Pourquoi j'ai une douleur au genou? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Ok, j'ai peut-être trop forcé en allant couper du bois, etc. Mais ça, c'est vrai sur le côté physique. Mais je l'ai fait d'autres fois et ça n'a pas posé de problème. Alors pourquoi cette fois-ci? Et donc là, il y a le corps qui est en train l'être qui est en train de le. Et ça, c'est très, très important. Alors j'étais très content de cette découverte. J'étais remercié, etc. Et j'ai lu deux personnes qui étaient déjà, il y en avait un qui était déjà bien avancé sur le chemin et je sais pas, il n'avait pas été encore jusqu'à regarder la spiritualité, mais il y était presque, ou il l'a pas dit toujours, c'était le docteur Bach, Édouard Bach, celui qui a mis au point les petites fleurs de Bach, et il disait: on tombe malade lorsque nos réalisations dans la vie quotidienne, dans la vie matérielle, dans la vie, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Waouh, puissant. Et puis après, alors là, j'ai été écœuré ce jour-là parce que j'ai relu un texte de Platon qui disait bien qu'il fallait soigner l'âme avant de soigner le corps et que les deux étaient inclus et qu'il râlait déjà après les médecins de son époque qui s'occupaient du corps et qui s'occupaient pas de l'âme. Donc il y a 25 siècles, il y avait quelqu'un déjà qui disait ça et je me suis dit: t'as pas encore inventé l'eau chaude, mon ami Luc. Ouais, c'est sûr que ça date pas d'hier. Et, et comment on fait pour se connecter avec notre chemin de vie? Parce que tu parlais de la petite voix. Souvent, on est trop occupé dans la journée, soit les portables, soit Internet, soit la radio, soit la télé. Il y a cette petite voix, mais comment on peut faire la différence entre une voix qui nous parle pour nous mettre sur notre chemin de vie et juste ces voix parasites? Ou ma question plus spécifique, c'est comment on fait pour se connecter avec notre chemin de vie? Oui, bah, si tu veux, c'est un petit peu la même chose. Tu as une synchronicité. Tu vois, là, tu te poses une question et d'un seul coup, tu as une image. Moi, ça m'avait fait le coup, comme ça, je cherchais une réponse et j'ai vu un camion, j'ai vu qu'une partie de sa bâche et j'ai vu Médite, M-E-D-I-T. Donc, c'était Méditerranée à Trans ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais moi, c'était Médite. Donc, j'ai vu ça. J'aurais pu prendre. Ce qui est amusant, c'est que j'aurais pu prendre ça comme étant euh, une histoire amusante, point barre. Mais quand j'ai lu ça, j'ai su que c'était le message qui m'était adressé. C'est un peu pareil, c'est qu'on reçoit, on entend la petite voix. Et là, la petite voix, ce qu'il faut bien savoir que notre être, quand il nous cause, il va nous dire un mot, deux mots, trois mots, quatre mots s'il est très bavard. S'il commence à faire du blabla, ça c'est le mental. Et puis en plus, quand on reçoit le message, on sait que c'est le message. Donc c'est ça qui est un. Et pourquoi qu'on sait que c'est le message? Je me suis aussi souvent posé la question, mais la réponse est pourtant évidente, parce que c'est nous qui nous envoyons le message. On sait que c'est nous qui l'avons envoyé. C'est notre être qui nous envoie le message à notre conscience. Donc quelque part, on sait que c'est à nous. Et c'est pour ça que notre être intérieur n'arrête pas de nous transmettre des messages par les différentes voies que j'ai évoquées tout à l'heure. Et toujours le dernier cours, c'est l'inscription dans l'être. Mais ce qu'il faut, c'est quand on reçoit une intuition, un ressenti, etc. L'important, c'est justement de ne pas passer outre et de le négliger, ce qu'on fait la plupart du temps, et on continue nos activités. C'est que quand on reçoit un message, un avertissement ou quelque chose, il faut arriver à prendre simplement le temps de poser et de le recevoir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on reçoit un message comme ça, après ça, c'est un message qui va nous donner une information. De l'autre côté, notre raison va nous en donner une autre, avec les règles à suivre dans la société, avec l'évolution, avec et le plaisir que peut nous donner la société, etc. Mais nous avons à ce moment-là les deux informations. Et c'est nous qui choisissons. Parce que nous avons toujours le libre arbitre. Et comme je le dis très souvent, et pour moi c'est la vérité, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. En sens que si on choisit le premier, bah oui, on va suivre notre chemin de vie, on va aller vers le bonheur, etc. Oui, c'est très bien. Mais si on choisit l'autre,
eh bien l'autre, on va apprendre que bah, ça ne nous a pas apporté satisfaction. Et donc, si on est assez ouvert et intelligent, on va comprendre qu'on s'est planté et qu'il va falloir et qu'il faut changer pour prendre une autre direction. Donc, on a appris. Donc, ça n'a pas été inutile non plus. Donc c'est pour ça. Il y a pas. C'était Mandela qui disait non, je gagne toujours parce que soit j'apprends, soit je gagne. Donc voilà. Donc D'accord. Donc il n'y a pas il n'y a pas le chemin de vie, il n'y a pas il y en a qui parlent de mission de vie. Toi, je sais que tu n'es pas très fan de ce mot. En fait, il faut juste vivre sa vie en suivant son intuition et en découvrant les choses comme en fait comment elles se dévoilent à nous. Il n'y a pas vraiment, c'est pas, on n'est pas né pour avoir une seule chose à faire ou une mission dans la vie. Et si on fait pas ça, bah on a loupé notre vie. L'idée, en fait, c'est de suivre son intuition et de suivre le chemin. Et d'ailleurs, quand on fait ça, bah, la vie, elle est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, pour moi, tu me dis ce que tu en penses. Pour moi, c'est ça l'indicateur qui nous montre est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas? Est-ce qu'on rencontre de la résistance ou pas? bon bah écoute Jamal, je te dis au revoir. Tu as tout raconté. Mais tu peux Oui, avoir parce que une autre version, une façon de voir les choses non, différemment. non, non, C'est non, pour non, ça que moi, pas j'aime bien. beaucoup lire des livres sur le même sujet. C'est parce qu'ils disent peut-être tous la même chose, mais ils le disent chacun avec sa sensibilité. Et moi, je peux parler à certaines personnes, mais le fait que ce soit Luc qui le dit, bah, ça peut parler à d'autres personnes. C'est pour ça que je veux avoir ton point de vue. Oui, oui, et tout à fait. C'est pour ça que quand il y a beaucoup de personnes qui écrivent sur un même sujet, il n'y a pas de concurrence, comme on dit. Il y a pas, faut sortir encore de cette notion-là. C'est que chacun va exprimer le sujet avec ses mots, avec ses expressions, qui toucheront une certaine catégorie de personnes, alors qu'il ne touchera pas d'autres catégories parce que tout simplement, il n'a pas trouvé le mot qui va faire tilt dans l'esprit de ces autres personnes. Donc tu as tout à fait raison dans le sens que, comme disait, moi je dis souvent, là, je raconte souvent l'histoire de Lao Tzu qui disait le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. Là c'est pareil, la mission n'est pas au bout du chemin, la mission c'est le chemin. C'est pour ça qu'on n'a jamais le final, en ce sens qu'on nous donne toujours des directions à suivre qui vont nous apporter des expériences, certaines des expériences que nous allons qualifier pour certaines d'épreuves. Mais justement, elles sont pas plus des épreuves que les autres. La seule différence, c'est que c'est nous qui les considérons comme épreuves. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on y travaille. Donc c'est le chemin avec tout. Et là, la mission c'est pour ça que j'aime pas trop le terme mission parce qu'il peut être mal entendu, mal compris. C'est un peu comme si on arrivait à une course et on arrive au final, ou alors qu'on doit être le grand qui va découvrir le traitement du cancer ou comment être un grand dirigeant, être un grand servant, être un grand. Là, c'est l'ego. Là, c'est l'ego qui parle. Donc, et la mission, elle est déjà simplement de nous dire, nous, travaillons sur ces expériences, et puis bah, si on peut aider les autres, eh bien c'est très bien, ça peut faire partie aussi de l'expérience, mais il n'y a pas de petite et de grande mission, en ce sens que si on est simplement une personne qui travaille à la maison ou qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de ses grands-parents, etc., c'est une magnifique mission, une magnifique chemin de vie et qui va peut-être leur apprendre multitude de choses pour leur évolution personnelle plutôt que d'être un grand dirigeant, d'être un grand politique. Et moi, je pense que d'être un grand dirigeant ou un grand politique n'est pas forcément le chemin le plus facile, en ce sens que j'imagine combien ils peuvent être sollicités. Et on voit comment ils peuvent avoir été tentés par des tas d'éléments divers et variés. Je rentrerai pas dans les détails. Donc c'est évident, ils sont humains et donc ils peuvent fléchir à certains moments et donc s'éloigner de leur chemin de vie. C'est pour ça que c'est pas forcément la meilleure route. Hein. Alors, on a vite les chevilles qui gonflent après. Exactement. Après, ça, c'est notre interprétation qui va qualifier une expérience de meilleure que l'autre. Je pense que ce sont juste des expériences si vraiment on s'arrête juste à ça. Et tu dis souvent une autre phrase que je trouve très intéressante. Tu dis que l'ombre travaille souvent pour la lumière. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par ça? Ben, je te l'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, en ce sens que on a un choix, on
on fait le choix qui va continuer à nous diriger vers notre chemin de vie, on va vers la lumière. Mais si on fait l'autre choix parce recherche le pouvoir, l'argent et que sais-je, etc., à ce moment-là, on va partir dans l'ombre, entre guillemets. Mais dans cette ombre, il faut bien comprendre que, justement, elle nous a sollicité pour... et si on est assez intelligent, on va revenir. Et si tu veux, j'ai écrit un livre qui s'appelle Dialogue avec Lucifer. Donc, je ne sais pas si tu l'as lu, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un livre que j'ai complètement écrit sous inspiration, je dirais sous dictée pratiquement. Je l'ai dû l'écrire en une dizaine de jours. Et c'est un livre extrêmement intéressant, non pas parce que je l'ai écrit, je dirais que c'est quelque part, c'est même pas moi qui l'ai écrit, mais c'est parce que je ne sais pas si le livre a raison. Je ne sais pas si Lucifer, qui m'a fourni un certain nombre d'informations, a raison, parce que c'est toujours le grand tentateur, comme on dit. Mais d'un autre côté, les explications qu'il donne sont très très pertinentes et judicieuses, parce qu'on sait très bien que la plupart des textes sacrés ont été manipulés, modifiés, les mots ont changé de sens, etc. Et sa version est très juste. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? On aurait quelque part, on va faire caricatural. C'est pas comme ça qu'il le présente, mais c'est moi qui vais vous le présenter comme ça. On dit toujours, on a notre petit ange gardien et on aurait notre petit démon gardien. D'accord? Le petit diable, le petit démon. L'ange gardien, ce serait notre conscience, je dirais, notre être intérieur qui essaye de nous diriger vers notre chemin de vie. L'autre va être le tentateur. Mais par quoi il va nous tenter? Pourquoi il va nous tenter? Et pourquoi il est si tentant? Parce qu'en fin de compte, il va les puiser dans notre part d'ombre à nous pour les faire ressortir. Et comme on va les avoir et que c'est à nous, il y avait des personnes qui vont être tentées par l'argent, d'autres par le pouvoir, d'autres par la luxure, d'autres par la sexualité, etc. Donc il va lui présenter ce que lui ou elle désire dans ses profondeurs secrètes de son âme. Et donc, il est tentant à cause de ça, parce que s'il montrait le pouvoir à quelqu'un qui n'en a rien à faire, ça ne va pas être très, très tentant. Donc, à ce moment-là, il tente. Et là encore, eh bien, quel est le but de tout ça? Ce serait justement de faire tomber la personne dans cette tentation pour qu'elle la vive, qu'elle comprenne, qu'elle la nettoie et qu'elle revienne. Parce qu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ce que raconte Lucifer, c'est qu'il n'a jamais trahi le divin. Par contre, il a obéi au divin pour exercer cette fonction qu'il réprouve et qu'il n'a pas choisie. Et comme les archanges et les anges sont des êtres unipolaires qui sont dans un amour inconditionnel, ils sont incapables d'imaginer des situations perverses. Donc, comment il va chercher les situations perverses? Elles vont chercher en nous. Donc là, c'est pour ça que l'ombre, quelque part, le travail qu'on a demandé à Lucifer, qui a été un travail ordonné d'après lui par le divin, eh bien par la source, et donc il y en a un qui attire vers la lumière, l'autre qui attire vers l'ombre. Mais le but, c'est que les gens qui vont vers l'ombre comprennent et reviennent dans la lumière. Et c'est pour ça que l'ombre travaille aussi pour la lumière sans même le savoir. Et je parlerai aussi toujours de cette notion d'ombre et de lumière sur un autre élément qui pour moi est très important, parce que comme beaucoup, on nous montre toujours qu'on a justement cette partie ombre et cette partie lumière. Et ça, il faut bien comprendre que il y a une erreur qui est fondamentale fournie au départ, en ce sens que nous, on aurait tendance à vouloir faire que l'univers, que notre être, soit complètement éliminé de toute la part d'ombre qu'il contient. Imaginons, mais là, ce n'est pas de domaine de possible, en ce sens qu'on est dans un univers duel, donc on a le yin et le yang, et comme je le disais tout de suite, il y a aussi l'ombre et la lumière, mais comme disait le yin et le yang, il y a toujours du yang dans le yin et toujours du yin dans le yang, il y a toujours du bon dans le mauvais, toujours du mauvais dans le bon, et donc les deux sont très intriqués. Alors plutôt que d'essayer toujours de se dire on va nettoyer, purifier,
laisser aller, etc., pour revenir des êtres de lumière. Ici, dans ce bas monde, ça ne fonctionne pas. La solution, c'est que exactement comme le yin et le yang, je disais, j'étais acupuncteur au départ, donc j'ai gardé quelques notions aussi là-dessus. Eh bien, le yin et le yang, qu'est-ce que c'est? Ben, ce qu'il faut, c'est pas deux aspects qui s'opposent. Le masculin et le féminin ne s'opposent pas, la nuit et le jour ne s'opposent pas, le chaud et le froid ne s'opposent pas, ils se complètent. Et donc, et ce qu'il faut, c'est arriver, c'est les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est nous. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver l'équilibre entre les deux. La voie du milieu, comme disent les bouddhistes. Et ça, c'est très, très important parce qu'on sort à ce moment-là aussi de cette notion sans arrêt de devoir combattre une partie de nous-mêmes. Donc, parce que il peut y avoir des actions qui sont très belles, mais qui ont été faites dans des mauvaises intentions. Et donc, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Il peut y avoir aussi une action qui a été faite dans des mauvaises intentions et qui va donner un bon résultat. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Donc là aussi, il faut sortir de cette notion du jugement qui nous tue. Le jugement nous tue complètement, on juge tout et n'importe quoi, on est complètement dans cette séparation et c'est pour ça que la notion du bien et du mal a été instaurée par les religions au départ, puis après ça c'est repris plus ou moins par la société, mais au départ c'était quoi? Le bon et le mauvais, et qui est très relatif. Le feu est bon pour nous réchauffer, mais le mauvais parce qu'il peut nous brûler. Donc c'est très relatif. Et là, il faut revenir un petit peu à ces notions de base. Excuse-moi, je suis bavard, Gérald. Tu fais bien de développer. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit suivre cet appel de l'ambre juste pour voir que c'est pas ce qui nous correspond, ou si on est tenté par des choses, on se laisse aller. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quelqu'un qui écoute ça, qu'est-ce que je peux faire avec cette information concrètement? D'abord, il faut déjà avoir plus dans la tolérance par rapport à soi. On a tous des désirs secrets, des éléments cachés, etc., et qu'on essaye, qu'on contrôle, qu'on limite, et qu'on essaie de transmuter en quelque chose de positif. C'est l'histoire de toute notre vie. C'est quelque part aussi notre chemin de vie. Et donc, l'idée, c'est d'envoyer toujours de l'amour et de la tolérance sur nous-mêmes. Déjà, sur cette part d'ombre, de la tolérance. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres duels dans un monde de dualité, donc il faut montrer de la tolérance. Alors, c'est une question que je me pose. Je la pose, j'ai pas entièrement, il y a une réponse qui m'arrive et je suis pas très satisfait de cette réponse. C'est que, imaginons, tu as un choix à faire. Tu te dis, OK, je vais prendre le choix de la lumière, je vais suivre mon chemin de vie, etc. Donc, tu suis ce chemin qui te conduit vers le bonheur, tu glisses, etc. pour toi. Mais est-ce que tu as véritablement appris la leçon? Par contre, si tu chutes, je dirais, que tu vas suivre tes aspirations liées à les ordres de la société, etc. OK, donc tu vas comprendre que tu t'es planté et donc que tu vas revenir. Mais là, la leçon va être dure à apprendre. Elle est dure, elle est violente. Et là, tu t'en rappelleras. Et de temps en Exactement. temps, il faut même renouveler 2, 3 fois la même chose. Alors je me dis, est-ce qu'il faut... pour moi, il n'est pas nécessaire de passer, parce que quand on va dans l'ombre, on passe par la souffrance à un moment donné, parce qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, etc., et qu'on n'est pas heureux, qu'on est gêné, donc on est passé par la souffrance pour comprendre. On peut l'éviter en allant toujours vers la lumière. Mais en définitive, quelle est la leçon qui va être la mieux retenue? C'est la question que je me pose. Je pense que de toute façon, en général, c'est toujours les leçons où on s'est fait taper sur les doigts qui sont toujours les mieux retenues. Quand on a été le petit gentil qui a bien suivi sa voie, c'est pas, D'accord. on le voit d'ailleurs quand on a une soirée, on organise une soirée avec des amis, c'est magnifique, c'est parfait, tout le monde est content, tout le monde vient nous féliciter, c'est génial, etc. Puis il y a une personne qui se pointe. Une. Et oui, il n'y avait pas assez de ceci, ou il y avait trop de cela, la musique était comme ci, et puis le repas était comme ça. Et là, ça nous casse complètement. Et à la fin de la journée, à la fin de la soirée, on a oublié les 10 000 personnes qui étaient contentes et on a retenu celles qui n'étaient pas contentes. C'est vrai.
Eh oui. Est-ce que toi, tu as une expérience à partager avec nous? Une expérience, justement, où tu as connu, un échec, où tu es allé vers un chemin, même si je suis pas très fan du mot échec, parce qu'il y a que des apprentissages, comme disait Nelson Mandela, où tu as eu justement un apprentissage qui t'a permis de découvrir des choses, d'ouvrir des portes, qui t'a permis de devenir une meilleure personne? Hmm. Meilleur, c'est toujours, c'est tout relatif, mais il y en a toujours. Euh, Moi, je me rappelle, j'exerçais plus la médecine à ce moment-là et j'avais essayé de monter un centre pour soigner des personnes avec les médecines naturelles, en complément toujours des médecines naturelles, en médecine conventionnelle, en particulier sur le cancer où j'avais beaucoup travaillé, mais sur l'Alzheimer, sur d'autres choses. Et en fait, j'ai jamais trouvé le financement. Alors, je m'étais dit, puisque c'est ça, donc là, blocage, puisque c'est ça, à chaque fois, il y a eu des financements qui devaient arriver et qui ne se sont pas faits au dernier moment. Et puis, puisque c'est ça, je me suis dit, je vais monter un centre d'information sur les médecines naturelles. Donc, j'ai commencé à le monter et c'est là que, bing, rideau, accident de voiture. C'était pas moi qui conduisais, mais peu importe. Bon, j'ai eu des fractures, pas méchantes, etc. Mais bon, des fractures tout de même qui m'ont bloqué, et bon, pendant un certain temps, bon, bloqué, dégringolade au niveau financier, évidemment, par rapport à ça. Et donc, je n'avais plus la possibilité de monter ce centre. Pendant que j'étais en arrêt, ben, j'en ai profité, là encore, pour continuer d'écrire, de faire un certain nombre de choses que j'avais pas pris le temps de faire. Mais j'ai compris que là, j'étais en train de me tromper complètement de voie. Et c'est là que j'ai arrivé avec les écritures, etc. J'ai eu une phrase qui m'est venue comme ça, et alors c'est assez amusant parce que je toujours comprends pas pourquoi, mais elle est arrivée en anglais, cette phrase. Moi, je parle un peu anglais, mais comme une vache espagnole. Et donc, pourquoi en anglais? Et c'était do it yourself. C'est-à-dire que plutôt que de faire les choses pour les autres, un petit peu comme on le fait en médecine, comme beaucoup de thérapeutes le font. On va soigner, on va faire pour les autres. Eh bien, j'ai dit, je vais développer, et c'est là aussi que ça a commencé avec mes premiers livres et puis après toute la suite, je vais développer des techniques que je vais transmettre par différentes voies, par les livres, par YouTube, par des conférences, etc., pour que les personnes puissent les faire par eux-mêmes. Donc pour moi, l'idée était toujours, on creuse un puits pour une personne à un moment donné, on revient 10 ans plus tard, il n'y a toujours qu'un seul puits. On apprend à faire des puits, à construire des puits. L'année suivante, il y a 100 puits qui sont creusés un peu partout. Donc ça, pour moi, était très important. Et c'est là que j'ai commencé à transmettre véritablement avec d'abord des revues d'ailleurs avec lesquelles je travaillais et puis les livres qui étaient plus encore d'ordre médical avec le cancer, l'Alzheimer, la fibromyalgie, etc., dont je parlais tout à l'heure. Et puis après ça, ça a été développé beaucoup sur les techniques d'autonomie personnelle. Ça ne remplacera pas les médecins, ça ne remplacera pas les thérapeutes, mais ça peut déjà aider énormément de personnes, surtout les problèmes de la vie quotidienne. Et donc, c'est là qu'est apparu Ho'oponopono, les soins énergétiques, Aura, etc., etc. Donc, pour que les personnes puissent devenir autonomes et libres, parce que pour moi, la liberté est essentielle. Alors, je désire être libre et je suis surtout toujours très attentif pour ne pas enfermer les autres, même dans mes croyances. C'est pour ça que je disais avec le livre sur Lucifer, je ne sais pas s'il a raison, je ne sais pas, c'est à vous de décider. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais au moins c'est un livre qui fait réfléchir. Exactement. Et c'est pour ça peut-être aussi que tu multiplies les méthodologies, tu multiplies les outils, parce que tu as écrit des livres sur Ho'oponopono, sur les techniques énergétiques. Tu publies d'ailleurs toutes les semaines ou toutes les 2 semaines une vidéo sur ta chaîne YouTube où tu partages un soin énergétique. C'est justement pour donner aux gens différents outils, et c'est à eux de choisir l'outil qui leur correspond. Parce que ça aussi, c'est un des pièges de développement personnel que je trouve personnellement. Quand on commence moi, quand j'ai découvert le monde du développement personnel, c'est comme si un aveugle découvrait la lumière. Je me disais, mais ça existe. Il y a vraiment des gens qui ont expliqué ce genre de choses dans des livres. Mais on tombe rapidement dans un piège. C'est-à-dire que, il y a le Reiki, il y a le panel, il y a l'hypnose, il y a l'auto-hypnose, il y a l'acupuncture, il y a ci, il y a ça. Et on ne sait pas, parce que si on passe notre vie à faire toutes ces modalités-là, on passerait notre vie à faire que ça. Est-ce que toi, tu as couvert énormément de techniques différentes. Est-ce que tu as une approche pour quelqu'un qui veut se lancer là-dedans ou qui découvre ton travail
par quoi il commence? C'est quoi le cheminement, quelqu'un qui veut se développer, soit spirituellement, soit juste pour sa carrière professionnelle ou parce que juste il veut devenir une meilleure personne? Comment tu le dirigerais? Moi, je verrais, par exemple, j'ai écrit un livre sur 60 techniques pour votre santé, votre évolution personnelle, votre évolution spirituelle. Donc 60 techniques dans un livre. Un livre. Donc déjà, rien qu'en lisant ces techniques, chaque technique qui englobe beaucoup de choses, qui est vraiment une synthèse sur beaucoup d'autres livres que j'ai pu écrire, déjà la personne va avoir un panel de choix. Et donc, si elle pratique, et ça nécessite très peu de temps, et je dis très peu de temps, ça peut nécessiter à la rigueur quelques heures à tout écraser, elle peut déjà exercer. Puis après, toutes les 60 techniques ne répondront pas forcément à la personne, mais on va être attiré vers une technique. Moi, pourquoi j'ai fait j'ai suivi des formations en médecine naturelle, mais j'ai pas tout fait. C'est pas possible de tout faire. C'est pas possible de tout faire. Jamais. Et puis en plus, ça explose encore de plus en plus, etc. On peut jamais. Par contre, j'ai toujours suivi mon ressenti et mon intuition. Donc j'ai toujours suivi un petit peu, tiens, on m'a parlé de ce truc, oui, ça me répond bien, je vais aller voir de quoi il en retourne, et puis je commençais à faire une formation, un stage, et puis si ça me continue, si ça me convenait, je continuais. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une route, c'est que on est tous différents. Et moi-même, quand j'ai un problème, que ce soit physique ou psychologique ou chose comme ça, eh bien, avec le panel des techniques que je transmets, eh bien, je ne sais jamais laquelle que je vais prendre. Il y a des fois, je vais prendre un soin, je vais me faire un soin énergétique, d'autres fois, je vais faire Ho'oponopono nouveau, d'autres fois, je vais faire Aora. Mais pourquoi et donc, je suis mon intuition du jour, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est important. L'important est toujours de suivre son cœur, en fait. Parce que là, et dans les différents livres que j'ai écrits, surtout dans les derniers, il y a le livre avec les 60 techniques, il y a aussi un autre livre qui explique comment développer ses talents subtils, télépathie, téléportation, communication animale, végétale, etc. Et donc un autre qui est 10 clés pour développer son évolution spirituelle. Donc sont des outils et je dirais que c'est un passage d'expérience, tout simplement. C'est comme, je suis pas assez, j'ai pas la vérité et je ne suis pas un maître ni un gourou, donc je transmets. C'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'en fur et à mesure, quand j'avance, j'évolue, je comprends des choses, enfin je crois comprendre des choses, eh bien je les transmets toujours en disant que c'est mon point de vue, mais ce sont des expériences et qui peuvent aider les autres, j'espère, mais voilà, rien de plus, c'est que le chemin est toujours un chemin individuel. Et comme je le dis, elle répète. Ça, c'était une phrase qui m'était venue aussi, mais elle était venue en français, celle-là. Donc, c'était sympa parce qu'elle aurait été plus difficile à traduire. C'était votre cœur connaît le chemin. Maintenant, aurez-vous le courage de le suivre? Voilà. Donc, c'est tout. Mais il faut bien comprendre que changer, c'est vrai que comme on le dit souvent, la véritable vie est en dehors de notre zone de confort. Il faut arriver à temps en temps à sortir un petit peu de ces petites habitudes pour justement découvrir. Et là, on commence à respirer à plein poumon, mais il n'y a pas besoin non plus de tout changer dans sa vie. Hein. Il n'y a pas besoin de faire ses valises pour aller soigner les petits-enfants au Rwanda. On peut faire des choses déjà très bien en ayant une activité lucrative dans notre société pour gagner de l'argent. On est bien obligé de gagner de l'argent, c'est l'énergie de notre temps. Donc pour la famille, pour le logement, pour les enfants, etc. Et puis à côté de ça, faire des activités qui sont vraiment des activités qui nous sont propres, qui répondent à Oui. nos aspirations. L'un des outils que tu partages et qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques années maintenant, après la publication du livre The Secret, ou Le Secret en français, c'est la loi de l'attraction. Toi, tu as écrit un livre là-dessus. Mmh. Et l'une des questions qui revient le plus souvent, c'est une question que moi je reçois très très souvent, c'est mais Jamal, comment ça se fait que parfois on utilise la loi de l'attraction et on attire des choses rapidement dans notre vie, et parfois ça prend plus de temps? Est-ce que toi tu as une explication
sur la durée? Pourquoi parfois c'est rapide et parfois c'est pas rapide? Oui, il y a plusieurs explications pour ça, et plusieurs explications. C'est vrai que la loi d'attraction, en fait, j'ai tout de suite collé à la loi d'attraction parce que Ho'oponopono, que j'avais déjà développé avant que véritablement la loi d'attraction arrive en France, travaille aussi quelque part avec la loi d'attraction. Là, on va attirer les mauvaises situations avec des croyances erronées, et aussi dans les soins énergétiques. Dans les soins énergétiques, et là, pour te répondre, dans l'énergie, tu demandes, tu as tout le temps. Bingo, et dans la seconde. Et c'est vraiment impressionnant. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai vu le fait que ça marchait si bien dans l'énergie, moi j'appelais ça à l'époque la loi de la résonance, qui était une loi physique. Et donc, et quand j'ai vu les premiers bouquins qui sortaient sur la loi d'attraction, j'ai dit tilt, bingo, ils sont justes. Alors, pour répondre d'une manière plus pragmatique à ta question, bon, il y a déjà tu demandes ta place de parking. Ok, là, normalement, tu devrais avoir ta réponse, non pas dans un mois, mais tu devrais avoir ta réponse assez. La dernière fois que j'ai fait, j'ai éclaté de rire parce que j'étais sur un parking à Paris, j'arrivais pas à trouver de place, etc. Et puis, je m'arrête pour bien me demander, pour bien formuler après la question, etc. Et je réouvre les yeux quelque part et la place était devant moi. Donc, j'étais mort de rire à ce moment-là. Donc, pour les petites choses, ok. Pour les choses plus importantes, eh bien, là encore, on peut avoir, d'abord, il faut prendre le temps de faire sa demande, bien réfléchir sur sa demande, parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire entre deux portes à la va-vite. Ah oui, tiens, je voudrais gagner, ou je voudrais partir à Hawaï en vacances, etc. Puis le lendemain, bah non, en fin de compte, c'est pas à Hawaï, je préférerais aller à Tahiti. Donc il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à sa demande. Et ça, c'est très important, et de prendre le temps de la faire, cette demande. À qui on veut, hein. Là, je suis toujours pas en train de faire du prosélytisme. Là, qui vont le faire au divin de la source, aux êtres de lumière, à leur guide, à l'univers, à la vie, au conscient, à l'inconscient, etc. Peu importe, on s'en fiche, ça n'a aucune importance. Mais non pas que tous ces êtres n'ont pas d'importance, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas, ils entendront de toute façon. Et après ça, on peut demander quelque chose tout en croyant qu'on ne l'aura pas. Moi, j'avais le cas d'un ami qui jouait au loto, puis quand j'en parle un petit peu, et puis il me dit, tu sais, si je gagnais tout cet argent-là, ça me ferait du souci. Donc, il veut, mais il veut pas. Donc là, il y a des croyances erronées qui peuvent venir bloquer dans ce genre de choses. Donc ça, c'est extrêmement fréquent, et donc c'est là justement aussi il y a toute cette puissance au niveau de Ho'oponopono. Et donc après ça, il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés que la loi d'attraction ça marche pas, etc. Et un des éléments les plus fréquents que j'ai rencontrés, et qu'on rencontre beaucoup, c'est ça qui a fait aussi un peu tort à la loi d'attraction, parce que ça a été souvent réduit à demander de l'argent, tout simplement. Tout le monde veut gagner au loto. Évidemment, si ça marchait la loi d'attraction, ça se saurait depuis longtemps. Alors pourquoi ça ne marche pas non plus ça? Parce qu'en fin de compte, il y avait une personne, elle a très bien résumé la situation. Elle m'a dit, je fais la loi d'attraction pour gagner au loto. Et parce que si je gagne au loto, ça me permettra de rembourser tous mes prêts, de ne plus avoir à travailler et de faire la vie que j'ai envie de rêver. Et là, c'est une demande qu'elle a faite avec son cerveau. Donc ça marche. Quand je fais une demande pour une place de parking, c'est avec mon cerveau, c'est pas avec mon cœur, évidemment. Donc je demande, mais ça n'a pas une puissance très, très importante. Et par contre, si je demande, et je lui disais, plutôt que de demander de l'argent, et si vous demandiez plutôt à ce qu'on vienne vous aider à réaliser la vie dont vous rêvez, que vous savez, vous savez ce que vous voulez. Donc demandez plutôt à ce qu'on vienne vous aider, on vous donne les moyens de faire. Ce sera peut-être pas de l'argent, ce sera autre chose, et là, ce sera une demande qui sera faite avec le cœur. Elle sera avec le cœur. Donc, elle sera faite avec le cœur, elle sera plus demander à avoir une belle voiture, c'est bien, mais si c'est l'ego qui dit, parce que j'ai envie d'en foutre plein la vue à mes voisins, ou si c'est avoir une belle voiture pour transporter mes vieux parents, faire les courses ou en promenade, c'est pas la même pensée au départ. Donc là, il y a une notion de faire avec le cœur. Et je dirais encore un peu plus loin, c'est qu'avec le cœur, et si on fait des demandes en rapport avec le cœur, mais qui sont en rapport avec notre chemin de vie, on y revient.
Si c'est en rapport avec notre chemin de vie, c'est le chemin du bonheur et ce sera encore plus fort. Les demandes seront encore plus puissantes et seront encore mieux D'accord. entendues. Donc, Enfin, j'allais juste dire, toi, tu dis qu'il faut s'intéresser directement à la finalité et laisser oui, le comment, la réponse à la question du comment, ça, on la laisse en suspens, c'est-à-dire qu'on fait confiance à quelque chose ou à la vie, mais nous, on demande directement la finalité. exactement. On demande le but et pas les moyens. Et ça, c'est très intéressant parce que j'avais vu le cas comme ça d'une femme qui demandait de l'argent pour envoyer son fils à l'université. Et donc, elle ne l'obtenait pas. Puis je lui ai dit, bah, demandez à l'univers qui vous donne les capacités, les moyens, sans préciser d'argent, mais les moyens pour que vous puissiez envoyer votre fils à l'université. Et là, les choses se sont dégagées. Son fils a obtenu une bourse. Il y avait une de ses amies qui a envoyé son fils aussi dans un appartement qui lui appartenait, lui a proposé de partager l'appartement, etc. Donc, ouais, donc et d'un seul coup, les choses se sont ouvertes, mais c'est pas l'argent qui lui est arrivé, c'est d'autres moyens. Et donc, il faut laisser libre l'univers de la manière dont il nous apporte les choses, et il nous apporte toujours les choses d'une manière que nous n'attendons pas. Voilà. Enfin, comme j'allais te dire là tout à l'heure, c'est bon, il faut être patient aussi de temps en temps, hein, parce que ça se fait pas non plus. Il peut pas bouger tous les deux pinots comme ça du jour au lendemain. Et puis, c'est pour ça qu'il faut demander plus des choses qui sont en adéquation avec nous. Par exemple, j'avais une femme qui désirait rencontrer l'homme de sa vie, donc elle avait fait une checklist. Hein. Donc, il fallait qu'il soit grand, blond, musclé, athlétique, intelligent, gentil, aimant, machin, de préférence avec un bon compte en banque, etc. Donc, elle le trouvait pas. Elle le trouvait pas. Alors, donc, déjà, elle restait tout le temps enfermée chez elle. Alors, je lui dis, la première chose à faire, c'est de commencer par sortir. Donc, parce qu'il y a peu de chances que ce monsieur vienne sonner à la porte. Et là, c'est pareil, quand on demande quelque chose, il faut commencer à le mettre en place. Parce que si on attend que tout nous arrive tout cuit, ça ne marchera pas. Il faut commencer à mettre en place les choses et là, ça se fera. Et puis, je lui ai dit, mais plutôt que de faire une checklist comme ça, et si vous demandiez de rencontrer tout simplement l'homme de votre vie, l'homme qui vous convient. Il sera peut-être brun, myope, etc., avec un bedonnant, etc., mais on s'en fiche si c'est vraiment l'homme de votre vie, c'est magnifique. Et donc là, parce qu'elle était en train de restreindre également avec des désirs qui étaient des désirs plus intellectuels ou égotiques plutôt que des désirs qui venaient véritablement du cœur. Parce qu'en fait, l'univers, et je crois que c'était Wayne Dyer qui avait dit, Wayne Dyer, et il avait trouvé très pertinent de dire l'univers ne vous apporte pas forcément ce que vous demandez, l'univers apporte ce que vous êtes. Et ça, c'est intéressant parce que là aussi, les demandes que l'on fait, il faut savoir que si nous n'obtenons pas ce que nous désirons, c'est que l'univers nous prépare quelque chose qui va être mieux. Mieux, pas forcément plus lucratif, mais mieux, plus en adéquation avec ce que nous sommes. Et ça, il faut accepter aussi ça parce que, je dirais, quand on va garder la notion de l'univers, l'univers ressent nos pensées, nos émotions, etc. Bien mieux que nous, d'ailleurs, nos pensées sont dominées par l'inconscient, etc. Et donc, il va beaucoup mieux apporter ce que nous sommes. Donc ça, il faut vraiment, ce qui n'empêche pas que de lui demander des éléments. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais ce qu'il faut, c'est penser de faire les demandes surtout avec son cœur. Et c'est pour ça qu'avec son cœur aussi, il est intéressant de faire des demandes qui intéressent les autres. Par exemple, si vous voulez avoir une augmentation de salaire à votre patron, ok, vous pouvez faire la demande, mais incluez les autres. Je demande une augmentation de salaire pour moi et tous mes collègues. Donc, ça montre aussi, on n'est plus dans un système fermé, égoïste, mais on est dans un système ouvert et qui est déjà beaucoup plus. On se sent déjà beaucoup mieux quand on fait ces demandes d'une manière ouverte, en incluant les autres dans la joie et le bonheur de ce Oui, qu'on parce pourra qu'il y a gagner. assez pour tout le monde. Toi, tu crois qu'il y a de l'abondance, et on part de ce principe-là. Et sur les croyances, parce que ça aussi, c'est juste une croyance. Souvent, ce qui peut poser problème, c'est que bah, j'aimerais bien avoir ça. J'entends ce que tu me dis, Luc, mais moi, je n'y crois pas. C'est comme moi au début, il y a une dizaine d'années, quand j'écoutais les motivational speakers, les conférenciers de motivation aux États-Unis, ils disaient ah, vous êtes capable, vous pouvez faire des choses, vous êtes capable de choses extraordinaires.
Et moi, je me disais, mais j'entends hein, le message, mais moi, j'y crois pas. C'est-à-dire, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes-là pour oser déjà dire une chose pareille et pour pouvoir affirmer sur scène une telle chose? J'y croyais pas. Comment on pourrait faire pour changer justement nos croyances? Bah, c'est-à-dire, moi j'y suis venu par deux voies en fait, hein, qui sont venues parallèlement. La première, j'en ai parlé, mais c'est venu secondairement, qui était en rapport avec les effets que je voyais de ma pensée sur l'énergie. Et pourquoi j'obtenais des résultats immédiats sur l'énergie? Parce que on était dans l'énergie. Quand on demande, ça va commencer à se manifester dans l'énergie. Donc c'est pour ça que c'est très rapide dans l'énergie, on demande, on crée. Mais après ça, ça va prendre du temps pour que ça se matérialise, que ça devienne, que ça passe dans la matière. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à répéter. Mais d'un autre côté, avant tout ça même, et comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis beaucoup intéressé à la pensée. À la pensée, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les actions de la pensée, en particulier sur les autres. On a des études qui ont été faites. Il y en a une qui a été faite sur 4000 personnes, suivies pendant 10 ans. Ils sont aperçus que le bonheur était contagieux, donc que ça a influencé l'entourage, mais même des personnes situées à distance qu'elles ne connaissaient pas, etc. Donc c'est une étude très, très sérieuse qui montrait que notre pensée, on voit aussi des phénomènes de télépathie qu'il peut y avoir entre jumeaux, entre parents et enfants, etc. Donc on voit que nos pensées, elles rayonnent. Donc, elle agit. Après ça, on a aussi des notions que la pensée agit sur. C'est pour ça, j'invente rien. Regardez, lisez, trouvez ça sur Internet, trouvez ça dans les bouquins. Le deuxième, c'est que notre pensée agit sur la matière. D'ailleurs, c'était un des problèmes des physiciens quantiques qui, quand ils pensaient qu'ils allaient obtenir une action, un résultat sur le domaine énergétique, ils l'obtenaient. L'autre qui faisait la même expérience et qui pensait que ce serait sur le domaine matériel, corpusculaire, il l'obtenait. Donc, on a vu aussi les résultats de Emoto, de la pensée sur la cristallisation de l'eau, etc. Et puis, donc, quand on voit ça, faut lire les traités. Moi, je suis scandalisé qu'aujourd'hui encore, la physique quantique est qu'un petit strapontin dans les explications qu'on peut donner, alors que ce qu'ils ont découvert depuis plus d'un siècle, eh bien, ils ont découvert des choses qui étaient fondamentales pour la vision de notre vie. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a Hubert Reeves qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui nous disait très bien notre vie, qu'est-ce qu'il disait j'ai plus la phrase exactement, mais il disait quelque part que notre vie, notre environnement était créé par notre vision, par notre pensée. On crée à chaque instant ce qui se passe à travers de nous. C'est-à-dire qu'il faut voir l'univers tel qu'on nous le présente est rempli de vide. D'accord. Le vide entre les planètes, le vide entre les particules, entre les atomes, etc. C'est 99,99% de vide. L'univers et notre corps, 99,99% de vide. C'est du vide, mais c'est pas du vide. C'est du vide qui est plein d'énergie, qui est plein d'énergie informée. C'est ce que certains appellent la matrice, c'est certains qui appellent l'éther autrefois. Moi, c'est ce que j'appelle le champ d'énergie informé, qui est là, qui remplit tous les vides. Et c'est pour ça qu'en fait, nous sommes tous reliés, nous sommes tous unis, nous sommes tous un. Ce qui se passe chez l'un se retentit chez l'autre, etc. Et donc, dans cette champ d'énergie informé qui remplit aussi bien notre intérieur que notre extérieur, eh bien, il y a tous les possibles, toutes les potentiels. Et nous, notre pensée qui rayonne sans arrêt autour de nous, eh bien, donc, comme je dis, on a des preuves là-dessus et qui agit sur la matière, qui agit sur les autres, etc. Eh bien, on va attirer, ça va aller dans ce champ d'énergie informé, attirer le potentiel qui lui correspond. C'est pas plus compliqué. Et si elle est assez forte, assez puissante, assez bien dirigée avec les petites techniques qui sont simples, à ce moment-là, ça va arriver dans notre vie. Et c'est pour ça que le tort, un petit peu, c'est ce que je me permettrais de dire simplement par rapport aux auteurs anglo-saxons, c'est qu'ils vont directement à la fin. Donc, ils ont raison. Vous êtes puissant, vous avez des capacités, etc. Mais
ce qu'aime bien, moi en particulier, ce que j'aime bien, oui, je suis puissant, d'accord, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait dire ça, etc. Donc comment ça marche, pourquoi, etc. Donc là, c'est et là aujourd'hui, on a des preuves avec justement la physique quantique, avec les études qui ont été faites au niveau psychologie, on a des preuves avec les soins énergétiques. C'est pour ça qu'un soin énergétique, quand on le fait, on s'en fiche de la distance et du temps. On peut faire le soin énergétique à une personne qui est à 20 000 kilomètres. Les personnes qui refont un soin énergétique intemporel qui est sur ma chaîne, ils auront toujours autant d'efficacité que si c'était le jour J, parce que le temps et l'espace, c'est tout à fait différent dans le domaine de l'énergie. Donc, et ça, il faut expliquer tout ça et expliquer pourquoi et comment ça peut marcher avec la puissance de la pensée d'un côté, avec la physique quantique qui nous explique. Lisez les traités de Einstein, lisez de Hawkins, de Reeve, de Smoot, etc. Et donc, d'un seul coup, parce que ces grands chercheurs-là ont avait suffisamment d'assises pour donner les études qu'ils ont faites, mais aussi les explications que ça pouvait produire sur notre vie. Par exemple, Einstein disait l'énergie ne peut pas mourir. Donc, en fin de compte, notre esprit ne peut pas mourir avec la mort. Il continue après. C'est Einstein qui disait ça. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont des élucubrations. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons d'un côté, je dirais, les grands philosophes, les grands sages, les grands religieux aussi qui nous ont transmis un certain nombre de messages qui sont très intéressants à réfléchir. Mais aujourd'hui, on a tous ces traités de physique quantique qui, quelque part, se rejoignent. Et ça, c'est que du bonheur. On a une chance extraordinaire avec ça. Mais ce que je dis, c'est que la physique quantique, on nous présente ça toujours comme étant compliqué. C'est vrai. Moi, c'est pas moi qui irai vous expliquer les formules mathématiques, etc. Mais ça n'empêche que, justement, il y a des grands astrophysiciens et physiciens qui sont des grands vulgarisateurs et qui sont là pour nous expliquer. Ouais, Et c'est la génial. puissance de l'esprit, c'est vrai que c'est extraordinaire. Tu fais référence à la dualité onde-corpuscule. Quand j'ai entendu ça une fois dans une formation de PNL, je te cache pas que j'ai pas compris pourquoi il parlait de ça. Mais après, quand j'ai réalisé que l'intention de celui qui observe modifie ce qu'on est en train de mesurer, et ça, c'est juste, ça m'a ouvert les yeux sur un monde, enfin, de, de possibilités illimitées. Et, et justement, mais c'est ça qui est intéressant, Luc, c'est qu'on, parfois, je fais partie des personnes peut-être un peu, le tentant un peu lourd à table qui va partager ce genre d'expérience. Et on va parler de ça, on va dire avec la pensée, avec notre intention, on peut manifester des choses, on peut changer notre environnement. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est juste la manifestation de notre pensée. Les personnes autour de la table, ils vont dire ouais, c'est extraordinaire. Vas-y, passe-moi le sel. Tiens, on va passer à autre chose. Et je trouve que on marque pas un temps de pause pour juste réaliser à quel point c'est puissant ce genre de, comme tu dis, des découvertes. Et en plus, ça date pas d'hier, ça date du début du siècle dernier. Et je trouve je sais pas ce qu'il faut pour que juste on marque un temps de pause et réaliser la puissance de ce que tu viens de dire. On manifeste notre réalité, ce qu'on voit à l'extérieur de nous. C'est juste une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Oui, si tu veux, déjà, ils ont été gentils, ils n'ont pas appelé le monsieur en blanc pour te faire ta piqûre, déjà, donc c'est bien. Mais ils ont été polis, ils ont demandé que du sel. Donc là, l'élément, c'est. Ok, c'est l'histoire de la graine et du sol, tu sais. Donc, tu sèmes des graines et ça pousse pas sur tous les sols. Mais moi, ce que j'avais l'habitude de faire avec mes patients, un petit peu, bon, mais avec tes amis, c'est pareil. J'étais le toubib, hein, j'étais le médecin, donc il se permettait pas de dire arrêtez de raconter des conneries, mais bon, ils en pensaient pas forcément moins de tout ça, mais c'est pas grave. Je disais des petites Voilà. phrases Tu comme ça, plantes la graine et mais dans le discours. Et puis on plante la graine et on laisse d'accord. venir. On laisse venir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut beaucoup de tolérance là-dessus et puis même de se dire ok, mais moi, à une certaine période de ma vie, j'étais pas Bien comme sûr. eux.
quand on me racontait des trucs comme ça, etc. Ok, il m'a fallu du temps pour comprendre, il m'a fallu des circonstances, etc. Et donc c'est pour ça. Et puis, comme je me bagarre un petit peu en ce moment parce qu'on entend beaucoup parler des personnes qui sont éveillées. Donc ça veut dire qu'il y a déjà les éveillés et les non éveillés. Donc là, ça me fait râler, mais complètement, parce que déjà, on est encore en train de remettre une différence, une scission, une séparation. Donc là, on en a déjà bien assez comme ça entre sexe, entre religion, entre pays, donc arrêtons, n'en remettons pas. Et quand on est dans évoluer, eh bien tout simplement, le fait de se dire je suis éveillé est complètement anachronique. Parce que ça, c'est une réponse de l'ego. Parce qu'en fin de compte, on s'ouvre peut-être, mais on n'est pas éveillé. On a encore tellement de choses qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas vu, etc. Et nous, on a peut-être compris certains trucs, mais le voisin, il les a pas compris. Ah oui, mais il n'est pas éveillé, lui. Oui, mais il n'a pas compris, c'est sûr. Il a peut-être pas compris ce qu'on a compris, mais il a compris d'autres choses que nous n'avons pas compris. Et donc, qui est l'éveillé, en fait? Et surtout de se distinguer, éveillé, non éveillé, c'est prétentieux, c'est un domaine de l'ego et qui est complètement à l'opposé de toute notion de l'éveil. C'est ça qui me Exactement. fait sourire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de maître. Les véritables maîtres, j'ai jamais vu un maître qui se disait maître. C'était les autres qui l'appelaient maître, mais lui, il se appelait pas maître. En fait, moi, mon idée, c'était pas mon intention n'était pas de dire que les autres qui étaient autour de la table étaient moins éveillés que moi. Je n'ai pas du tout cette Oh non, prétention-là. C'était plutôt pour insister sur l'importance de ce que tu venais de dire, juste pour dire que moi, je considère maintenant, de mon point de vue, que c'est l'une des meilleures réalisations, même découvertes, euh, sur le potentiel de l'être humain. De dire que avec ta pensée, avec les pensées que tu gardes constamment dans ton esprit, tu peux manifester ta réalité physique. C'est juste plus pour mettre le point là-dessus, et je disais juste que les autres ne partageaient pas forcément mon enthousiasme quand j'entends ce genre de choses. Pour moi, c'était extraordinaire. C'est pour ça que je voulais marquer un temps de pause pour juste insister sur ce que tu venais de dire, parce que pour moi, c'est extraordinaire. Oui, non, non, mais de toute façon, t'inquiète pas, je te fais pas de procès d'intention. Je te connais un peu et je sais bien que c'était pas la notion d'éveillé, non éveillé, etc. Là, je parlais un petit peu de tout ce que je peux voir ou entendre un petit peu à droite, à gauche, et je voulais remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais on est tous heureux quand on a découvert des choses, d'essayer de le transmettre. Et déjà, à nos proches, à nos conjoints, conjointes, etc. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on a des amis ou surtout un conjoint ou une conjointe qui partagent ses points de vue, etc., c'est une chance extraordinaire. Moi, avec des amis où on peut véritablement échanger sur des sujets pareils, c'est extraordinaire. Alors c'est vrai qu'il y en a d'autres, on va parler de la Coupe du Monde de foot ou de rugby ou de bon, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mais bon, d'un autre côté, on va parler d'autres sujets, je dirais d'une manière générale, des vacances ou des voyages, etc. Mais pour vraiment des sujets de fond, il y a pas forcément beaucoup de personnes avec qui on peut parler. Et ce qui est le plus important à mon sens, c'est de pouvoir discuter avec son conjoint et sa conjointe, parce que c'est très quand on commence à avoir des centres d'intérêt aussi qui sont aussi importants que ça et qui sont divergents, c'est toujours ennuyeux au niveau d'un couple quand même si l'autre respecte les opinions, c'est toujours bien de pouvoir les partager, mais c'est pas grave, c'est pas forcé que ce soit fait immédiatement, ça peut se faire avec le temps aussi. Exactement, exactement. Là, c'est pareil, on plante des graines et ça se fait petit à petit. Voilà, Euh, on Maintenant, passe, j'aimerais on passe des bouquins. qu'on change qu'on change. Oui, Et j'aimerais qu'on change un peu notre fusil d'épaule. Ça, c'est une phrase que l'un de mes professeurs au lycée disait souvent. Et je trouvais ça que c'était marrant comme expression. Comme maintenant, je l'utilise à mon tour. J'aimerais qu'on parle de ta carrière d'auteur. Tu as une carrière assez extraordinaire. Tu as écrit plus de 50 livres. Je regardais rien que chez Guy Daniel, tu as plus de 47 livres. J'aimerais savoir en plus, tu donnes des conférences. Comment tu fais pour organiser tes journées, pour organiser tes semaines, pour faire rentrer tout ça? pour faire entrer tout ça. Euh, c'est-à-dire, il faut bien savoir que
D'abord, je suis pas un plan de carrière, hein, comme on en avait un petit peu parlé. Je suis pas en disant je vais faire ci, puis je vais évoluer comme ça, etc. Je suis complètement dans l'inspiration, dans l'intuition, l'inspiration. Donc d'un seul coup, pouf, il y a un livre. Alors c'est vrai qu'il y a une grande part de mes journées ou de mes semaines qui sont prises par la où je collab, où je rassemble un certain nombre d'informations qui me semblent, qui m'intéressent. Donc ça peut être des informations d'ordre médical, psychologique, neurologique, historique, voire même de l'histoire. Moi j'aime beaucoup l'histoire mystérieuse, l'histoire secrète, l'histoire interdite, etc. Donc je rassemble plein d'informations. C'est une grande partie de ma semaine. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai différents sujets comme ça qui sont toujours en cours. J'ai des dossiers avec d'études, de recherches qui ont été couvertes, qui ont été faites. Et puis un beau jour, j'ai envie d'écrire un bouquin sur ce sujet. Donc à ce moment-là, je sors mon petit dossier avec toutes les infos. Donc là, ça permet de travailler très cerveau gauche, raison, logique. On appuie on appuie les informations qu'on donne sur des études, ce qui est toujours très important à mon sens, parce que je suis à la base, je suis quand même médecin, j'ai toujours un pied qui est très scientifique, et puis de l'autre côté, je suis aussi mon intuition, mon ressenti et l'écriture aussi glisse tout seul. Et c'est pour ça que de temps en temps, je reprends des livres que j'ai écrits et puis je dis ah mais c'est moi qui ai écrit ça. Wow, wow, c'est bien ce que tu as écrit. Parce que on écrit, mais on est complètement perdu dans l'intuition, dans le ressenti, etc. Donc, et c'est pour ça qu'il y a les deux qui se font. Et et c'est vrai que l'idée, c'est que maintenant, c'est un travail à temps complet entre les vidéos que je fais, les soins énergétiques intemporels sur YouTube, les rassemblements, les méditations, après ça, les articles, les conférences. C'est vrai que les conférences, j'en fais moins en présentiel et comme des ateliers, j'ai aussi arrêté là pour le moment. Peut-être que je reprendrai certainement un jour, mais c'était trop, ça me prenait trop d'énergie et je pouvais pas tout faire, tout simplement. Voilà mon D'accord. secret. Et les recherches, tu organises ça comment? Tu as un logiciel spécifique que tu utilises? Tu utilises des fiches cartonnées? Comment tu fais pour, parce que tu peux avoir plusieurs bouts sur plusieurs sujets différents Mmh. et moi, actuellement, j'ai cette difficulté-là et je cherche un moyen pour organiser ça de façon logique pour pouvoir les retrouver plus tard. Ouais, c'est-à-dire, c'est que la plupart, bon, ça peut être des bouquins. Bon, alors là, évidemment, les bouquins, il suffit de rouvrir les pages ou de les scanner pour les ranger dans le dossier adéquat, etc. Mais autrement, moi, je suis un certain nombre de sites internet scientifiques, médicaux. Je suis encore avec mes, 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 mes liens avec mes sites médicaux que j'avais déjà quand j'exerçais, etc. Je les ai toujours conservés parce qu'ils passent aussi des informations qui sont aussi d'ordre psychologique, spirituel, voire des médecines naturelles, etc. Donc c'est aussi très intéressant. Et puis sur d'autres sites qui sont des sites de sciences également et qui donc et là l'intérêt c'est que déjà je les range dans des dossiers qui sont intitulés, etc. Donc il y a souvent un article qui peut aller dans différents dossiers. Et puis on sait bien aussi que je sais pas comment ça se passe avec un PC, mais je l'ai avec Mac. Il suffit que je lance un mot-clé pour que aussitôt tout ce qui contient ce mot-clé ressorte. Donc j'ai deux portes d'entrée. J'ai la porte d'entrée déjà classifiée et puis une porte d'entrée qui peut aussi aller chercher d'autres choses qui sont pas D'accord. forcément dans le dossier. Et comment tu fais pour partir justement de toutes ces recherches-là et pour structurer un livre? Est-ce que tu as une façon particulière de structurer? Est-ce que tu suis juste l'intuition? Ou est-ce que tu as une méthodologie que tu suis à chaque fois? Parce que pour écrire autant de livres, j'imagine que tu as une méthode que tu exécutes à chaque fois. Alors la méthode, on a chacun, il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode, hein, c'est la mienne et c'est pas forcément, je vois ça que mes collègues qui écrivent des bouquins suivent pas forcément la même. Les personnes qui vont écrire chapitre par chapitre et puis pour ils vont faire que le chapitre soit parfait avant d'attaquer au deuxième, etc. Il y en a d'autres qui vont passer beaucoup de temps pour travailler justement sur le plan. Je dirais que le plan, je l'élabore grosso modo au départ.
je, je vois à peu près les différentes étapes, les différents éléments que je veux mettre et je le tape grosso modo et je commence à écrire. Et le, le, le travail le plus difficile pour moi, toujours, c'est d'écrire le premier jet. Donc pour moi, quand j'ai écrit depuis l'introduction jusqu'à la conclusion, c'est déjà génial. Mais là, j'en suis qu'à la moitié du travail. En sens que c'est là que je vais commencer à revoir. Est-ce qu'il y a le plan qu'il faut que je change? Est-ce qu'il y a des chapitres que je vais changer d'un endroit à un autre? Il va y avoir les relectures, les modifications, les ajouts, les suppressions, etc. Mais à partir du moment où il y a déjà tout ce premier jet qui est fait, c'est un travail, pour moi, c'est le travail le plus difficile, le plus long. Et puis après, il suffit de s'apercevoir, tiens, d'un seul coup, j'ai une étude que j'ai oublié de parler, dont j'ai oublié de parler, donc on recherche un petit peu dans quelle partie on peut le remarquer, etc. Et on y va comme ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je cherche pas la perfection au départ, aussi bien au niveau du plan qu'au niveau de l'écriture. Même j'avance. Le principal, c'est que j'avance jusqu'à ce que j'ai été jusqu'au bout. Et après, je reprends là pour voilà. J'ai écrit Il faut que ça sorte. j'ai écrit des romans et ça c'était pareil au niveau des romans. C'est presque plus difficile encore d'écrire un roman. Il y avait un roman que j'adore, je les adore tous, mais c'était Projet Humana qui est ressorti d'ailleurs avec une deuxième édition qui est ressortie avec Trey Daniel. Et là, c'est encore plus difficile quand on fait les romans parce que là encore, il faut recentrer, il faut revoir l'écriture, il faut revoir les mots, parce que les mots, euh, un mot peut être plus pertinent qu'un autre, une tournure de phrase du genre vos beaux yeux d'amour, madame, me font vos beaux yeux d'amour, madame, etc. Donc il faut replacer un petit peu tout ça et il faut mettre après ça le caractère, hein, des originalités à chaque personnage, etc. Donc c'est Et un, comment tu as fait la transition du monde de livres de classiques de développement personnel au roman? Est-ce que tu as suivi une formation? Parce que c'est pas du tout le même exercice. C'est des livres complètement différents. oui, je suis d'accord, mais j'étais pas au courant au départ. Et donc c'est toujours l'autodidacte, et je l'ai fait entre deux. Hein. J'écris mes bouquins habituels et de temps en temps j'ai écrit un roman par rapport à ça, ce qui nous permet, par exemple, de passer les romans. Par exemple, on parle de l'évolution personnelle. L'évolution personnelle, ok, on dit oui, il faut faire comme ci, ce serait bien de faire comme ça, on vous conseille de ci, moi j'ai réalisé par là, etc. Bon, tout ça, c'est bien, mais on est toujours un peu dans le virtuel quelque part. Et là, dans un roman, on peut mettre les personnages en situation et et montrer comment ils vont réagir à telle ou telle situation, qu'est-ce qu'ils vont faire pour obtenir une synchronicité, qu'est-ce qu'ils vont faire plutôt que d'attaquer, de foncer dans le tas et dans la bagarre, et si on travaillait dans le consensus, le dialogue et l'amour. Donc, je montre un peu dans la pratique, et il y a un certain nombre de choses aussi que je ne j'ai pas encore osé trop dire d'une manière directe. Et quand on écrit un roman, comme on le sait, c'est un roman. C'est scientifique. Exactement. Et justement, la difficulté d'un roman, c'est qu'il faut pas expliquer les choses comme on a l'habitude de l'expliquer dans un livre de développement personnel. Il faut les montrer à travers ou insinuer à travers des situations, à travers en fait, des réflexions que les personnages ont, à travers des discussions. Et ça, c'est pas du tout les mêmes exercices. Détrompe-toi, parce que dans le premier bouquin dont je te parlais, j'ai parlé de beaucoup de choses, d'ailleurs de l'histoire interdite, etc. Et il y a beaucoup de choses que j'ai données dans ma formation précise et qui sont étayées par des preuves. Par exemple, il y a je sais pas si tu connais, il y a les OOPAR. Les OOPAR, c'est les Out of Place Artifacts. Donc ça veut dire que ce sont des objets manufacturés qu'on a retrouvés dans des endroits où ils n'auraient pas dû être. Du genre, on a retrouvé un marteau dans des couches de charbon qui datent de plusieurs millions d'années. Et on a découvert ça à Londres, pas à Londres en Angleterre, mais à Londres, je ne sais plus dans quel État, aux États-Unis, etc. Donc il suffit simplement de taper marteau de Londres et on trouve ça. Il y a plein de choses comme ça que j'ai. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais c'est dommage que vous n'ayez pas donné
les références de tout ce que vous annoncez, etc. Et je leur disais, j'ai fait un roman justement pour pas me fatiguer à donner toutes les références parce qu'il en aurait fallu encore 300 derrière. Mais c'est pour ça qu'il y avait d'autres, ils me disaient, mais c'est incroyable tout ce que vous racontez, j'ai testé au pendule, il y a 95% de vrai. Et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je dis, mis à part ce qui est faux, tout est vrai. Mais il y a tout le côté romancé qui est faux, évidemment, parce que c'est le roman. Mais toutes les autres sont assez troublants. Et, et donc il y a des D'accord. références qui sont derrière. Et justement, en le faisant sous forme de roman, c'est toujours que des élucubrations. Et puis, mais chacun, il y a beaucoup de personnes j'avais même une femme qui m'a, alors là, scié d'une manière magnifique, parce qu'elle avait lu le roman à Projet Humana, qui est un roman complètement de science-fiction, qui est très peu médical. Il doit y avoir, je sais même pas s'il y a un demi-chapitre qui se passe dans un hôpital. Enfin bref, on parle pratiquement pas de médecine. Et, euh, et elle me dit, bah écoutez, docteur Baudin, à l'époque j'étais docteur, et docteur Baudin, j'ai lu votre roman. Moi, j'ai un cancer du sein. Et en lisant votre roman, eh bien, j'ai compris que rien n'arrive jamais par hasard et qu'il y en a toujours toutes les chances pour guérir. Et là, alors que le roman, évidemment, on transmet une philosophie, une vision, une manière de penser, une manière de vivre, mais j'étais à 300 kilomètres de pouvoir de penser à ce que ça pouvait aider aussi ces personnes sur ce plan-là. Donc, Oui, oui, ils sont très puissants. ouais, Bah, d'ailleurs, la puissance des métaphores, souvent, même quand on oui, fait les conférences, tu dois le savoir, les personnes qui nous écoutent, ils vont pas se rappeler forcément de ce qu'on dit, mais ils vont se rappeler des histoires qu'on raconte. exactement. Et c'est là où, Et pour la petite histoire, d'ailleurs, le roman Projet Humana, j'ai commencé à chaque fois, j'écrivais chapitre par chapitre. Et je ne savais jamais ce qui allait se passer au chapitre suivant. Donc j'avais hâte d'écrire le chapitre suivant pour savoir ce qui allait se passer. Je ne savais pas où j'allais, mais j'y suis allé, c'était complètement sous l'inspiration. Mais sous l'inspiration d'un côté, mais aussi j'étais étayé par, comme je le disais tout à l'heure, par toutes ces informations que j'avais pu glaner à droite à gauche et que j'ai ressorti dans ce livre. ouais, exactement. Tu avais une intention, tu voulais communiquer quelque chose, mais après, comment tu l'as fait concrètement, ça, tu as suivi ton intuition. Voilà. C'est très, Et très où est-ce intéressant. que ça allait? Où est-ce qu'était le final? J'en savais rien. Mmh. Bah, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien poser ce genre de questions. C'est pour montrer qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Parce que moi, j'ai suivi des formations pour écrire des livres ou des romans. Il y en a, ils disent, il faut que tu aies la fin avant même de commencer. Il faut que tu dois savoir où est-ce que tu vas avec ton histoire. Alors qu'il y a des personnes qui font complètement l'opposé. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien poser ce genre de questions, juste pour montrer qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Bien sûr, bien sûr. En parlant de ça, aujourd'hui, toi, tu travailles avec une maison d'édition. J'ai posé la question récemment et je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu as contre les maisons d'édition?» C'est pas une attaque contre les maisons d'édition. Moi-même, j'ai signé avec une maison d'édition, mais je veux juste savoir, aujourd'hui, tu as une communauté, pourquoi tu continues à travailler avec une maison d'édition et tu ne fais pas de l'auto-édition? Parce que tout simplement, il y a une règle fondamentale qu'on ne change pas une équipe qui marche. Donc là, pour moi, c'est fondamental. Les éditions Très Daniel m'ont donné des opportunités dans le passé pour, je dirais, écrire des bouquins. Ils m'ont permis, par exemple, des bouquins qui étaient magnifiques. Je parle pas du texte, mais des illustrations, des photos qu'on a pu faire. Ils m'ont vraiment permis de faire des choses qui étaient que toutes les autres maisons d'édition me disaient oui, oui, on peut le faire, mais en fait, ça ne le faisait jamais. J'aime beaucoup cette maison d'édition parce que j'ai sympathisé beaucoup avec Monsieur Trédaniel, Madame Trédaniel, avec toute l'équipe, toute la famille, etc. Et j'aime bien cette ambiance et on est toujours dans la confiance, c'est-à-dire que euh, on se on programme des livres qui sont souvent qui n'ont même pas encore été écrits, je dirais quelque part. Ils sont encore dans le stylo, mais il y a une confiance qui se fait par rapport à ils connaissent un peu mon travail et je dirais mon sérieux malgré tout par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que je ne ce qui est très important également dans l'édition, et ça, il n'y a pas que l'éditeur qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi le diffuseur.
Et ça, c'est important parce que dans les auto-éditions, il y a, là où ça peut pêcher largement, c'est trouver un diffuseur et il y en a pas 36 en France. Et parce que si on n'est pas, je dirais, sur les gondoles des libraires et des choses comme ça, c'est toujours très dommage pour la diffusion du livre. Donc c'est vrai qu'une maison d'édition permettra d'avoir un diffuseur et qui permettra à ce moment-là de travailler. Voilà. Donc c'est pour D'accord, ça. Puis moi, ça marche. je te dis, je change pas une équipe qui marche. J'aime bien avec l'équipe avec qui je travaille. Ils font du bon boulot. Ils font, si tu veux, et la notion de se dire, oui, oui, mais tu pourrais les faire en auto-édition. T'aurais beaucoup plus, tu toucherais beaucoup plus de droits. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ma motivation, je dirais. C'est pas ma motivation. Ça marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton raisonnement, parce qu'il y a des auteurs célèbres qui ne jurent que par l'auto-édition, et il y a des auteurs aussi célèbres qui ne jurent que par les maisons d'édition. Moi, je te pose la question simplement pour savoir ton raisonnement. Comment toi, tu as fait ton choix? Et d'ailleurs, moi, j'ai signé avec Guy Daniel récemment pour un livre qui sortira peut-être l'année prochaine. Donc, c'est pour ça, je n'ai rien contre les maisons d'édition. Non, non. Je pose la question pour comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment mes invités réfléchissent. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Oui, puis Et pour, faut comprendre aussi que moi j'ai eu plusieurs maisons d'édition avant de venir chez Très Daniel, et chacune a sa manière de travailler. Chacune a sa manière de travailler. Donc c'est pour ça que je suis pas dans la critique non plus de ce que fait les unes ou de ce que fait les autres. Elles ont des plus, elles ont des moins, etc. Mais si tu veux, c'est qu'avec avec la maison d'édition Très Daniel, on était en adéquation. On travaillait, voilà, on se prenait pas la tête pour des choses qui n'étaient pas importantes pour moi ou vice versa. Je dirais, on était tout simplement sur la même longueur d'onde. Et donc c'est pour ça. Et c'est pas que les autres sont moins bien, etc. Elles sont différentes et l'idée c'est de trouver justement un endroit avec une équipe où on est bien, on discute, on parle à cœur ouvert, on dit ce qui va, on dit ce qui va pas, on dit les projets, et moi je trouve ça génial. Ça marche. Tu as publié un certain nombre de livres, tu as fait la promotion d'un certain nombre de livres, tu dois savoir, tu as essayé des choses, tu dois savoir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. D'après toi, quel est le... Non, Bon. tu n'as pas une façon, est-ce Ah, qu'il n'y a pas tu veux un outil ou une seule façon de... Tu veux dire dans le passé? Oui, je sais ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a des livres qui pour moi étaient très importants et qui ont moins bien marché que d'autres, mais c'est pas d'importance. Et c'est pour ça que je ne sais jamais si un livre, c'est pour ça même une personne qui écrit un livre aujourd'hui, ben, ça peut être un best-seller demain. Personne ne peut le dire. Un livre peut tout à fait suffire. Pourquoi Et c'est pour ça que je suis toujours mon intuition et que j'ai, par exemple, au Pono quand il est sorti, j'aurais jamais pensé que il allait avoir un retentissement pareil. Mais là encore, je l'ai écrit le premier, qui était le tout premier en France d'ailleurs, avec Maria Hurtado-Gracier, Maria Elisa Hurtado-Gracier. Mais on a suivi notre inspiration, notre cœur à ce moment-là. On a découvert cette technique, on l'a expérimenté, on l'a vécu, et on s'est dit c'est génial, il faut la transmettre, c'est tout. Mais D'accord. Mais ça, c'est pour le sujet. Ma question n'était pas claire. Moi, c'est pour les moyens que tu utilises pour faire la promotion de ton livre. Est-ce que faire des conférences en présentiel, c'est ça qui va mieux vendre ton livre, ou est-ce que c'est les vidéos sur YouTube? Est-ce que c'est les posts sur les réseaux sociaux? Toi, j'imagine que tu as essayé plein de choses. D'après toi, qu'est-ce qui marche le mieux? de toute façon, je pense qu'il faut un petit peu de tout. Un petit peu de tout parce qu'on va pas toucher les mêmes personnes quand on fait une conférence en présentiel ou quand on fait une vidéo sur YouTube. Donc c'est pour ça qu'il faut moi, par exemple, là, il y a un bouquin qui vient juste de sortir et qui eh bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des articles sur mon site, je vais les envoyer sur les réseaux sociaux, je vais en parler avec ma communauté sur YouTube, je vais en parler sur Instagram, sur les réseaux, etc. Donc il y aura peut-être aussi quelques journalistes de radio qui vont peut-être me demander, ou des personnes qui, comme toi, vont me demander, tiens, il y a déjà une personne d'ailleurs qui me l'a demandé, tiens, j'ai vu parce que je la connais bien aussi, tu sors un bouquin sur les infections prévenir les infections saisonnières, etc. Ben, est-ce que on pourrait faire une vidéo, etc. Donc tout ça,
Voilà, mais C'est le un ensemble. présentiel est intéressant aussi parce qu'on va aussi voir les personnes, les gens, les toucher, j'aime bien aussi. Mais c'est beaucoup plus D'accord. prenant et fatigant, évidemment. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui t'aide pour, tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux? Tu fais tout toi-même? Est-ce que tu externalises? Tu as quelqu'un en interne? Comment tu gères cette Oui, oui, partie-là? j'ai pas une personne qui m'aide à temps complet, loin s'en faut, mais j'ai une personne qui va, par exemple, prendre mes vidéos et qui va les refaire un petit peu. Par exemple, quand il y a un soin, il mettre une petite musique pendant le soin, faire le générique de début, de fin, le placer sur YouTube, etc. Oui, 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 il y a quelqu'un qui m'aide et c'est devenu un ami d'ailleurs. Et puis il y a une autre personne aussi qui fait partie de l'équipe et qui répond aussi à mes mails parce que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde et donc c'est pour ça que il y a une toute petite équipe avec ces deux personnes-là et qui travaillent et qui sont loin de travailler à temps complet et travaillent quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Oui, c'est largement suffisant. Luc, je suis conscient de ton temps. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux faire passer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves important? Est-ce qu'il y a un livre qui vient de sortir sur lequel tu veux communiquer? Là, parce qu'on a parlé de plein de sujets qui est Mais important. tu as une carrière très longue et tu parles de plein de sujets, donc c'est Oui, oui, tout à tu es un fait. peu Tout à fait. victime de ton succès. Non, non, c'était pas de là-dessus que je parlais. Je disais faire je dirais que le plus important, à mon sens, c'est de suivre ses aspirations, les aspirations de son cœur. Voilà. Parce que quand il y a des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de développer, qu'on a envie de réaliser, faites-le. Et moi, ce que je veux vraiment, et j'essaye de toujours de le faire, c'est je veux que le jour où je partirai de l'autre côté, dans la vraie vie, eh bien, de quelque part, j'ai des souvenirs et pas des regrets. J'ai été faire une aspiration, je voulais faire un centre d'information, ok, je me suis planté, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Au moins, je n'ai pas le regret, ah, si je l'avais fait, etc. Au moins, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, on va faire autre chose à ce moment-là. J'ai changé le fusil d'épaule. Mais toujours, allez-y, allez, vivez votre vie, vivez vos aspirations et comme je le disais avec la loi d'attraction, avec Jamal tout à l'heure, c'est que quand vous voulez réaliser quelque chose, vous pouvez utiliser la loi d'attraction, évidemment, mais n'attendez pas que les opportunités arrivent pour faire. Il faut que vous fassiez, que vous commenciez à faire pour que les opportunités arrivent. Et ça, c'est très, très important. C'est comme ça que ça marche. C'est que vous commencez, vous voulez quelque chose, commencez à le mettre en place. Commencez à créer, à vous interroger, à voir un peu comment vous pourriez faire, etc. Commencez peut-être à développer un embryon, etc. Et après, vous allez avoir les opportunités qui arrivent. C'est comme ça que ça s'est passé comme moi, pour moi et pour des milliers de personnes. Et quand j'ai lâché mon boulot de médecin, j'ai suivi mes aspirations et c'est là que les éléments sont arrivés. Et puis, vous savez, la vie n'est loin d'être une ligne droite, la mienne non plus. Donc, on est tout le temps dans les virages. Et donc, on est tout le temps en train de changer, d'évoluer. Et c'est bien. Et c'est ce que nous demande la vie. Le chemin de vie, il n'est pas tout droit. Hein. Croyez pas ça. Il a des hauts, il a des bas, il a des virages, etc. Mais c'est comme ça. Sinon, ce serait monotone. Exactement. C'est un très beau rappel, Luc. Je pouvais pas finir l'épisode sur une meilleure note. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Si vous avez apprécié le contenu, merci de le partager.